Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. On se retrouve exceptionnellement ce vendredi soir pour cette dernière escale d'El Rio avant justement de s'envoler vers le Brésil dans, 11 jours. Ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour la sélection algérienne. Vous le savez, c'est ce 17 juin que vous avez coché depuis plusieurs mois déjà dans votre calepin pour ceux qui auront la chance d'être là-bas et de suivre la sélection. Et pour les autres, une seule adresse pour pouvoir suivre la Coupe du Monde, c'est bien sûr El Rio qui sera Zaïre à Rio dans quelques jours. Restez avec nous pour cette dernière ici à Alger avec plein de surprises. Tout de suite, le sommaire. Les 23 de Vaïd, Kdioura écarté, Yibda revient de loin. Le coach national assume ses choix. Algérie-Roumanie sous la pluie de Genève entre satisfaction et inquiétude. Après avoir reçu Djaddaoui, Likens, Cavalli et Sanjak, les 4 sélectionneurs, El Rio pour sa dernière reçoit Chir Saadan, l'homme qui a envoyé les Verts à 3 Coupes du Monde. Ne bougez pas, le décollage, c'est tout de suite. Vous l'avez vu dans le sommaire, il est là. C'est Chir Saadan qui nous fait l'honneur d'être l'invité du dernier numéro de El Rio. Chir, merci d'être là. C'est un honneur de vous recevoir ce soir. C'est avec plaisir. En face de vous, c'était votre capitaine, c'était un des piliers de votre équipe, Antar Yahia, qui fait également son retour ce soir pour la dernière, avec pour ma part un petit pincement au cœur. Merci d'être là, Antar. Bonsoir et bienvenue, Chir. Un grand plaisir de l'avoir avec nous ce soir. L'autre consultant en face de vous, c'est Mohamed Benhamou également, notre consultant d'El Rio qui sera avec nous, bien sûr, au Brésil pour suivre ces, je ne vais pas dire 3 matchs, parce que tout le monde parle de deuxième tour, on va dire les matchs de la sélection. Momo, merci d'être là. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous. Et puis il est maintenant habitué à El Rio, Faïd Saada est avec nous. On va décortiquer cette semaine suisse de la sélection avant d'aller au Brésil. Salut Faïd. Salut Riyad, salut tout le monde. Alors, je vous l'ai dit donc, il y avait cette semaine une préparation. C'est les 2 matchs amicaux qu'a décroché la fédération face à l'Arménie, puis à une excellente équipe roumaine sous une pluie genevoise. On va suivre d'abord ce match, messieurs, entre l'Algérie et la Roumanie. Un résumé et une analyse signée Mohamed Bouhamia. La sélection nationale a bouclé son dernier stage préparatoire en Suisse sur une note assez bonne. 4 jours après avoir dominé l'Arménie, le N a enchaîné avec un nouveau succès, 2-1 face à une sélection roumaine en reconstruction mais très accrocheuse et combative. Ainsi, et contrairement au premier test en terre helvétique, le coach des Verts, Vaïd Aliozic, a fini par remettre une copie. Ils n'ont pas un brouillon quant à son 11 type et son plan en prévision du mondial et le premier rendez-vous devant la Belgique. Pour ce dernier test, grandeur nature, les Verts ont peiné pendant un quart d'heure, avant de rentrer dans le vif du sujet. Et cette mauvaise entrée en matière, notamment en défense, où la complémentarité dans l'axe composé par Bougra Kadamoro faisait défaut, a failli coûter 2 buts à notre sélection nationale, 7e et 14e minute. C'est après cette dernière menace que nos nationaux vont se montrer plus combatifs en milieu, avec plus d'audace et de provocation devant. Djabou Ferrouli et Bentaleb tentent de desserrer les taux à la 15e puis la 18e minute. Généreuse dans l'effort, l'attaque des Verts finit par trouver la faille à la 21e minute, grâce à un véritable festival de Djabou sur le côté gauche et une bourte du gardien roumain. Bentaleb en profite pour ouvrir la marque et signer sa première réalisation sous le maillot algérien. Les Verts, très à l'aise en attaque, restent toutefois fébriles derrière, notamment sur le côté droit de Mehdi Mustafa et dans l'axe, pas du tout rassurant. Des défaillances qui font que le 1 craque et concède l'égalisation. La défense algérienne, une nouvelle fois prise dans le dos, sans aucune couverture, laisse filer l'attaquant roumain qui bat Boulhi et remet le pendule à l'heure à la 27e minute. Le premier half n'est pas allé sans terme. L'arbitre interrompt les débats à cause de jets de projectiles après 43 minutes de jeu, très intéressante pour notre 11 national, qui a montré beaucoup de qualité offensive et sa capacité à faire le jeu et la différence à tout moment, grâce notamment à un Djabou très inspiré. En seconde mi-temps, Vaïd reporte les réglages défensifs et préfère reconduire la même équipe. Et comme en début de match, il a fallu du temps pour que la machine des Verts se remette en marche et marque le deuxième but par l'intermédiaire de Soudani,
son 11e au total, à la reprise d'un centre de Taider à la 65e minute. Vaïd procède à 3 changements seulement poste pour poste, en incorporant Yebda Mahrez et Slimani à la place respectivement de Taider, Djabou et Soudani. Et la suite de la rencontre tourne à l'avantage des Algériens, dominateurs qui s'offrent plus d'espace dans la défense roumaine, mais qui n'arrivent pas à concrétiser, à l'image de ce gros ratage impardonnable de Slimani, seul devant le gardien roumain dans les dernières minutes de la partie. Deuxième victoire en 2 matchs amicaux pour la sélection nationale, de bon augure certes en prévision du mondial, mais avec la nécessité de beaucoup de travail et de réglage en défense, parce que la Belgique n'est pas la Roumanie, encore moins l'Arménie. Voilà donc, la Belgique n'est ni l'Arménie ni la Roumanie, ça on le savait déjà, et puis un match ne ressemble jamais à un autre, surtout un match amical qui ne ressemble pas à un match officiel, surtout de Coupe du Monde. La première question que j'ai envie de vous poser, cher Saaden, c'est est-ce que l'équipe qui a joué la Roumanie, c'est l'équipe qui ressemble un petit peu plus, ou le 11 de départ qui ressemble à l'équipe type face à la Belgique, à votre avis? Certainement, certainement. Je pense à 90%, ça va être l'équipe qui va jouer le premier match contre la Belgique. Parce que là, il a mis l'équipe type. Il peut y avoir quelques changements d'ici l'arrivée pour le match de la Belgique. Mais disons que c'est d'autant plus qu'ils ont fait un beau match. L'équipe a fait un très beau match sur le plan défensif, sur le plan offensif. Il y a aussi quelques individualités, notamment sur le plan offensif, qui ont très très bien joué. Et ça m'étonnerait qu'ils changent à ce niveau-là. Par contre, sur le plan défensif, il y a quelques problèmes. Il y a quelques problèmes et je pense qu'il va se rendre compte en revoyant la cassette du match, notamment les 20 premières minutes où l'équipe n'était pas en confiance. Donc il y a eu pas mal d'erreurs, notamment qui se sont passées. On va le décortiquer sur ce match. On va d'abord voir un plan de ce 11 de départ, hein, cette équipe qu'a aligné Vaïd dans ce match, avec une équipe, on le voit, cher Saaden, c'est quand même une équipe assez offensive. Est-ce que pour un premier match, Vaïd, à votre avis, va jouer la prudence? Parce qu'on le sait déjà pour la seule compétition qu'il a jouée, c'est-à-dire la CAN, il avait un premier match face à la Tunisie qui était en poche et qui était perdu dès le départ. On sait que pour réussir dans une compétition, il ne faut pas se rater lors du premier match. Non, tout à fait. Surtout dans un groupe à 4, le premier match est très important, ça c'est clair. Bon, je pense que là, aussi bien pour le premier match où on a fait jouer la deuxième équipe que pour le deuxième match. Le deuxième match, il a opté pour un dispositif je dirais, où il y a beaucoup de discipline tactique, sur le plan de la récupération du ballon, là je parle. Hein. Surtout sur le plan défensif, le premier match, il a été très très bas. Par contre, pour ce deuxième match, il a notamment en première mi-temps, donc ils ont été à moitié terrain. Donc, et de là, à partir de cette position, donc il y a eu beaucoup de rigueur défensive, beaucoup de travail collectif, les lignes étaient très très proches les unes des autres. Et là, les Roumains ont éprouvé des difficultés après les 20 minutes qu'ils ont eu au début. Alors, et sur le plan offensif, moi je partirais, parce qu'à partir de ce dispositif, je pense que la réponse, notamment pour nos joueurs et les qualités de nos joueurs, effectivement, ce sont les attaques rapides en profondeur. Et c'est là où on s'est créé pas mal d'occasions, notamment lors du premier match contre l'Arménie, et également durant ce match. Donc il y a beaucoup d'espace derrière chez les adversaires que nous avons affrontés. Et là, la vitesse d'exécution, la force-vitesse et la qualité individuelle de nos joueurs a fait beaucoup de différence à ce niveau-là. Justement, pour rebondir sur ce que dit cher Saaden, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de confiance défensive. Défensivement, on a besoin de confiance. On sait pertinemment qu'au milieu et offensivement, on est capable de jouer en contre, on est capable d'avoir des joueurs qui peuvent faire la différence. On l'a vu encore sur des joueurs comme Djabou, sur des joueurs comme Fegouli, sur Brahimi, avec une belle surprise qui est Mahrez. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est au jour d'aujourd'hui, on prépare une Coupe du Monde, on sait que c'est pas nous, on n'est pas les favoris de la Coupe du Monde. Donc on sait qu'on va beaucoup subir, on va beaucoup encaisser. Donc nous, on a besoin de confiance et de solidité défensive. Est-ce que c'est rassurant au jour d'aujourd'hui, je pense qu'Antar va le confirmer. Est-ce que les deux matchs vous ont rassuré? Déjà, faut pas,
Quand on parle de défense, il ne faut pas se focaliser sur les 4 défenseurs. Ah, bien sûr. Il y a une animation offensive, il y a une animation défensive. Là, comme le disait le Cheikh à l'instant, moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, hier, c'est que par moment, on n'attendait pas. Par exemple, pour la récupération du ballon dans le foot, on peut soit attendre l'erreur de l'adversaire, soit on essaye de la provoquer. Et par moment, j'aimais bien, moi, cette intention de vouloir provoquer l'erreur, que ce soit par Djabou, par Fegouli, de vouloir un peu récupérer le ballon haut. Mais de vouloir récupérer le ballon haut, on laisse forcément des espaces dans son dos. Et on peut se retrouver, comme par exemple sur le but qu'on prend, on est vraiment, les défenseurs, ils sont vraiment très hauts. Dans le dos de la défense. Et ça arrive. Mais il ne faut pas qu'à cause d'actions comme ça, et ça c'est l'expérience, par exemple, l'expérience de Majid Bougara va faire du bien, il ne faut pas que des actions comme ça déstabilisent l'équipe. Malgré 2-3 actions comme ça, elles vont arriver dans un match. C'est pas même les grandes équipes, hein, regardez Barcelone, ils jouent très haut, ils essayent de récupérer le ballon très haut et des fois ils laissent 40 mètres. Les buts viennent toujours d'erreurs défensives. Mais ils laissent 40 mètres, ils laissent 40 mètres dans leur dos. Là, je te suis, mais nous, on n'est pas Barcelone. C'est-à-dire que Barcelone, ils vont avoir 10, 15 occasions dans le match. Nous, on va pas en avoir. Je suis d'accord. C'est-à-dire que nous, sur les erreurs qu'on a fait, même si on a gagné les 2 matchs, ce qui est rassurant, ce qui est bien, ce qui est positif pour accumuler de la confiance. Psychologiquement, c'est positif parce que les résultats sont là. Et le football de haut niveau, tu le veuilles ou pas, c'est les résultats. Mais c'est vrai que quand tu vois les 2 buts encaissés sur les 2 matchs, face des équipes, avec tout le respect que j'ai pour l'Arménie et la Roumanie, c'est des erreurs mais de concentration et des erreurs graves. Et face à la Belgique, ça va être très très grave. Moi je dis qu'il ne faut pas se focaliser. C'est vrai qu'il y a un petit souci, mais il ne faut pas que toute l'attention soit focalisée là-dessus. Parce qu'il y a eu de très très bonnes choses aussi dans la récupération du ballon, dans un bloc qui était vraiment un bloc qui était haut. Maintenant, moi ce qui me chagrine un peu, c'est que pourquoi il n'y a pas eu l'équipe type dès le premier match? Enfin, c'était ma prochaine question, Antar. C'est des petites choses. On va écouter Farid sur le match et ensuite Vaïd sur le match. Déjà, je voulais dire que, comme l'a dit Antar, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait jouer l'équipe type dès le départ. Il n'a que 2 matchs. Ce n'est pas une période d'expérimenter des joueurs ou de voir si quelqu'un est apte ou pas, ou il est en forme. Il a dans son équipe d'entraînement, il devait la faire jouer. Deuxième remarque, ce qui fait mal dans le but encaissé, c'est que c'est une erreur récurrente. C'est la même erreur qui avait ramené le but du Togo contre l'Algérie en Coupe d'Afrique. C'est le même type d'erreur qui avait ramené le premier but du Burkina Faso à Ouagadougou. C'est le même but encaissé contre l'Arménie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un alignement de la défense. Il y a, je ne sais pas, chacun il protège l'autre. Pardon, Antan. Et c'est la même erreur qui revient souvent. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours la même charnière qui a joué. Exactement. Et surtout parce que il est en train de jouer avec un 5-4-2 déguisé. Exactement. Il joue avec 3 arrières centraux, on en a parlé avec Antar, justement. 5-4-1, pardon, 5-4-1. Il joue avec 3 arrières centraux qui le disent ouvertement, comme l'avait dit Cheikh Saadane durant la Coupe du Monde 2010 et même durant les éliminatoires. Medjani joue comme défenseur central, un peu avancé, mais défenseur central. Mais qui le disent carrément, et pour que chacun prenne ses responsabilités, qu'il sache comment faire la ligne. Contre le Togo, c'était mal. Contre le Burkina, c'était mal. C'est 3 défenseurs, mais pas alignés. Non, mais c'est clair, en mettant un défenseur, c'est un défenseur d'abord, ou un milieu défensif qui est dans l'axe. Donc c'est une autre variante un petit peu de l'organisation défensive qu'il a mise en place. Mais je pense qu'il y a une chose très positive sur les 2 matchs défensivement, parce qu'on est en train de parler défensivement, c'est il sait qu'il a des adversaires, qu'il va affronter des adversaires très très solides, et la base défensive est très importante. Il va avoir des adversaires qui auront la gagne. Là, tous les joueurs sont sollicités. Voilà, le système qu'il met en place, c'est que tout le monde, lorsqu'on perd le ballon, tout le monde est sollicité d'abord pour faire un recul, pour avoir les lignes très proches, et après de faire le pressing sur l'adversaire suivant. Et je pense que ça a très bien marché avec l'Arménie, parce que chaque fois qu'on récupérait le ballon, on partait à ce moment-là, on entamait. Donc la reconversion offensive, elle est très rapide chez nous. Et là aussi, avec qui est une très bonne équipe également, avec la Roumanie, c'est ce qui s'est passé. Notamment en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de fautes. Et dès qu'il y a le pressing, vous repartez. Donc on se replace. Et dès qu'on sent le bon coup, les gars pressent.
pressent et ils récupèrent le ballon. Et avant de revenir à toi, Antal, on va écouter Vaïd. Pour lui, en tout cas, c'est son meilleur match depuis qu'il est à la tête de la sélection. Je pense qu'on a vu un bon match. On a vu une très belle équipe algérienne, ressemblant des meilleurs matchs qu'on a fait jusqu'à mon arrivée. On a vu de temps en temps un football très haut niveau de deux équipes, parce que Roumanie c'est une très belle équipe. Mais mon équipe ce soir a montré qu'il y a des qualités pour jouer type de match comme ce soir. Je vous ai déjà dit, on a bien travaillé, on a beaucoup travaillé. Et les résultats sur 2 matchs sont plus que satisfaisants. Ce soir, ils ont encore levé le niveau de football. À un moment donné, on a vu vrai football chez Algériens. Et dommage qu'on a autant d'occasions nettes qu'on n'a pas. Réalisation n'était pas ce soir présent. Autrement, on aurait pu marquer beaucoup plus. Voilà, donc, pour Vaïd, c'est son meilleur match. Je ne sais pas, vous allez donner votre avis. En tout cas, c'est certainement meilleur que Algérie-Burkina Faso. Mais est-ce que pour vous, c'est le meilleur match collectivement et par le très haut niveau, c'est votre avis? Déjà que par séquence, c'était vraiment du haut niveau. Parce que dans la récupération du ballon, l'équipe, elle était très haute. Et il y a vraiment une prise de conscience collective. Quand on voit des joueurs qui perdent le ballon comme Sofiane Feghouli ou comme même Djabou, on a essayé de le récupérer tout de suite. Et les mecs, ils pressaient tout de suite. Donc il y a quand même une prise de conscience, il y a une attitude de vouloir récupérer le ballon à la perte pour une reconversion offensive très rapide. Et ça, c'est vraiment du haut niveau. Donc on espère que ça va continuer. Maintenant... De là à dire que c'est un match référence, je ne suis pas persuadé. Mais un match référence, ça sera un match référence, ça sera un match officiel pour avoir un match référence. Quand je vois l'effectif qu'on a, je pense qu'on peut faire largement mieux que ça. Largement mieux que ça. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs de la qualité de Feghouli, de Brahimi, je pense que dans le jeu et dans la conservation de balles, face à des équipes comme l'Arménie et la Roumanie, je pense qu'on peut faire largement mieux que ça. C'est vrai qu'on a fait un bon match. C'est vrai qu'au niveau points, entre guillemets, on gagne ces matchs-là. Mais je pense qu'il faut être encore plus exigeant et encore plus perfectionné. C'est de se dire qu'avec l'effectif qu'on a, on peut être encore plus performant que ça. Il y a quand même un bémol, messieurs. On va parler de ce match. Il y a un bémol qu'avoue à demi-mot Vaïd, c'est cette défense, qui est sa problématique. En fait, il n'a jamais trouvé vraiment sa charnière. On va en parler dans quelques instants. On va écouter Vaïd sur le comportement de sa défense lors de ce match face à la Roumanie. On revient après. Je dis, il y a des positions bloc, 3 positions. Très haut, au milieu de terrain et très bas. On a utilisé toutes les démarches pour voir comment ça marche. Et quand il y a un bac trop bas, j'ai demandé attaquant plus haut, attaquant central, qui est entré dans notre terrain pour commencer le pressing à ce niveau. C'est-à-dire on a utilisé 3 niveaux de bloc défensif très haut, très au milieu, mi-hauteur et très bas. Et ça donnait pas mal de satisfaction. On n'est pas encore pressé très haut parce que, vous savez, le travail de pressing, c'est un acte collectif qui a besoin de jours, peut-être des mois de travail pour espérer récupérer très haut. Parce que quand vous jouez contre une grande équipe qui a une conservation et maîtrise de ballon supérieure de moyens, vous pouvez avoir un gros problème derrière. Alors, on sait qu'on a 40 millions de sélectionneurs, autant de journalistes également sélectionneurs. On a lu dans la presse juste après le match, enfin, bonne note pour l'attaque et une défense assez inquiétante. Est-ce que c'est votre avis, Farid? Oui, non, c'est vrai. Il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Mais le problème, comme l'a dit Ali Lucic, il n'a jamais pu aligner les mêmes défenseurs. Mais pourquoi? Bon, c'est vrai que parfois il y avait des blessures, des suspensions, mais quand même il avait 2 matchs. Il savait qu'il n'avait que 2 matchs. Pourquoi il met, par exemple, on va arriver tout à l'heure à l'Arménie, pourquoi il met Halish Belkalem premier match et il met Bougara Kadebourou? C'est ce que je voulais dire maintenant. En 2 matchs, il n'essaye pas sa défense en 2 matchs? Il n'a que 2 matchs, mais qu'il essaye au moins la défense, c'est l'assise de l'équipe, au moins qu'il essaye les défenseurs qu'il compte mettre contre la Belgique. Il ne va pas cacher ça. Ce n'est pas parce qu'il va mettre celui-là, après il va sortir un autre défenseur qui va tromper les Belges, mais qu'il
consolide sa défense. Et parfois, il y a des choix d'aller aux risques que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut vraiment tromper les Belges? Est-ce qu'il peut faire un coup de bluff? Est-ce que c'est vraiment possible? Déjà, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'essayer de tromper qui que ce soit. Tout le monde supervise, les adversaires ils supervisent aussi, ils ne sont pas bêtes. Là, c'est plutôt se faire du mal hein, et ne pas mettre en confiance ces joueurs pour le jour J. Moi, normalement, on a pour une défense, sur le côté offensif, on peut changer. On peut faire beaucoup de changements. Mais la stabilité et la base de l'équipe, c'est la défense. Et là, les gars, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Même, on pourrait même... Ça veut dire que Vaïd va aller en Coupe du Monde avec une défense expérimentale. On peut peut-être pas une défense expérimentale, parce que là, il a joué un match. Mais il y avait 2 matchs. Le top, ça aurait été de jouer avec les 4 défenseurs. Il n'y a rien à cacher. Tout le monde sait les qualités et les défauts de son adversaire. Mais au moins d'avoir la confiance. Moi, je dis surtout pour le défenseur centraux, c'est pas forcément les 2 meilleurs défenseurs centraux qui font la meilleure paire. C'est la meilleure paire qui fait la meilleure paire. C'est la complémentarité entre les défenseurs centraux. On peut avoir un joueur peut-être un peu moyen, un autre qui compense, qui est élevé, mais les 2 ils s'entendent très bien. Parce que l'axe, c'est vraiment un poste où il faut des affinités. Et la complémentarité, elle vient seulement avec les matchs, avec le temps. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Même si le mec il fait une bourde, il faut lui renouveler sa confiance. Bien sûr. Mais surtout sur les matchs amicaux, il n'y a pas de points. De défenseurs centraux. Il n'y a pas de points en jeu. Tu peux pas te permettre. Et sur les derniers mois, ça fait un moment, on expérimente toujours. On change. On change à droite, on change à gauche, on change dans l'axe. Et ça, c'est pas la meilleure solution pour donner une stabilité à sa défense, surtout avant un match contre la Belgique où la défense, ça doit être le socle. Cher, à votre époque, le problème, c'était pas la défense centrale. Vous les aviez, vos 3 défenseurs. C'était Halish, Bougara, Antar. Bon, il y avait des problèmes de blessures souvent. Vous avez... Je trouve l'approche méthodologique d'un entraîneur, quel que soit l'entraîneur, que ce soit un entraîneur de club ou un entraîneur de sélection. L'approche, c'est lorsqu'il arrive dans un club ou dans un... Donc, il a une période d'adaptation. Il connaît d'abord son effectif. Et après, il constitue son organisation. Et dès qu'il met après, donc il place les hommes dans son organisation, il les place, et ça commence donc à constituer, et notamment la base, on commence d'abord par l'aspect défensif, bien entendu. On axe beaucoup plus le travail sur l'aspect défensif, parce que là, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de la cohésion, beaucoup de cohésion, et c'est ce qui parle de cohésion, de complémentarité entre notamment dans l'axe et la couverture entre les... Et là, comment que ça s'apprend? Ça s'apprend dans les matchs et durant les entraînements. On corrige chaque fois. Donc on joue un match et on corrige. On joue un match et on corrige. Donc constamment. La deuxième des choses, on n'a pas le temps. Le problème de confiance est très important. Par exemple, on a vu Bougara, qui est une pièce maîtresse, qui est le capitaine d'équipe, n'était pas dans son assiette. Pourquoi? Ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas joué. Qui n'ont pas joué, lui il n'a pas joué, et aussi c'est avec ses partenaires. Donc ça pose, voilà la problématique. Sinon, si on parle sur le plan défensif maintenant, parce qu'il ne faut pas, donc maintenant dans le football moderne, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un bloc, tout le monde participe, et là, aussi bien le milieu, les attaquants, tout le monde participe à l'action défensive. Et là, voilà l'aspect positif qu'il y a. Mais derrière, il y a des problèmes, et donc... Bon, il n'y a pas beaucoup de temps pour les régler. Pour jouer. Donc il faudrait peut-être maintenant que... Parce que qu'est-ce qui va rester? Maintenant, ils vont arriver au Brésil. Donc là, il va faire son microcycle directement vers le match. Donc sur la Belgique. Et là, il va travailler son plan de jeu sur le match et tactiquement et tout. Donc il faut faire beaucoup de jeux, énormément pour essayer de rattraper cet aspect-là dont on a parlé maintenant. Je pense qu'avec l'accumulation des 2 matchs, Cher, je te coupe, excuse-moi, je pense que là, défensivement, ce qui est sûr, c'est que Majid Bougara, c'est le titulaire indiscutable et le joueur d'expérience. Donc il faut que le joueur qui soit avec lui soit complémentaire avec Majid. Ce n'est pas Majid de s'adapter en fonction de l'autre joueur. Majid, au jour d'aujourd'hui, il a fait sa saison à l'Eroya, il a fait une bonne saison, il a eu sa blessure, je crois, au mois de décembre-janvier, où justement il a géré pour bien être prêt pour la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que depuis les matchs de sélection, il s'est adapté en fonction du deuxième défenseur central. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'Arménie et la Roumanie, ce qui est sûr, c'est que je pense que, après c'est mon avis, le latéral gauche, c'est Roulam, c'est indiscutable. Le latéral droit,
Même si j'aime beaucoup Mostefa, pour moi, Mehdi Mostefa, ça reste un milieu défensif et pas un arrière droit. Issa Mandi, malgré son manque d'expérience, Issa Mandi, ça reste le latéral droit indiscutable. Il est spécialiste du poste. Oui, il est spécialiste du poste. Il a fait sa saison dans un club qui est quasi joué pratiquement tous les matchs. Tous les matchs. Il a été plusieurs fois dans l'équipe type de Ligue 1 française. Donc les trois, pour moi, Mandi, Goulam et Majid Bouguera, sont les... Allez-y, mouillez-vous encore plus. Celui qui est le plus proche de faire la paire avec Bouguera, c'est... Après, sur ce qu'on peut voir, c'est Kadamoro. C'est Kadamoro, parce que même Majid, dans ses déclarations dans le journal, il le dit, je me sens, entre guillemets, plus à l'aise parce que j'ai plus de complémentarité, parce qu'il a joué plus de matchs, sûrement, avec Kadamoro. Mais il peut y avoir Medjani, il peut y avoir Halish, avec qui il a joué. Là, il a joué avec Kadamoro le dernier match contre la Slovénie. Ils ont joué les deux. Donc ça aurait été bien, ça aurait fait 3 matchs d'affilée. C'est Yassine Farid, les 2 matchs Slovénie et Roumanie, la paire Bouguera-Kadamoro, c'est la paire qui jouera à la Belgique? Logiquement, mais comme il n'y a pas de logique chez Vahid Halilovic, il se pourrait qu'il mette Medjani avec... Moi, je pense qu'il va mettre Medjani avec Bouguera et Yebda comme sentinelle devant. Parce que non, il est en train de changer comme ça et c'est pas clair. Justement, jamais la même équipe. C'est ça la touche Vahid et c'est même lui qui le dit. On va l'écouter. C'est jamais la même équipe. On l'écoute. Je pense jamais, depuis mon arrivée, je n'ai pas aligné même équipe. Et souvent derrière, j'avais souvent problème pour aligner ou 4 défenseurs. Pour ce soir, et avant quelques jours, j'ai aligné 3 défenseurs pour voir comment ça marche. Mais avec quelques autres hésitations, surtout but, on était un petit peu naïf sur cette démarche parce que je savais qu'il y a décrochage d'attaquant et l'autre qui plonge derrière le dos. Il manquait cette couverture, on a travaillé, on a expliqué. Malheureusement, ce soir, la vitesse de jeu était assez rapide parce que le terrain est très glissant, il fallait sacrée qualité de technique pour maîtriser le ballon. 2-3 hésitations, autrement, je peux être satisfait et défensivement, parce que défensivement, si vous avez vu ou compris, deuxième mi-temps, on a joué un petit peu différemment avec bloc plus bas. Je sais pourquoi on a fait, avec changement, même organisation au milieu. Mais il nous reste encore un petit peu dans le travail, dans la perfection tactique, défensif, offensif. On peut encore s'améliorer. On peut encore s'améliorer. Hésitation, encore du travail à faire. Des mots qui ne sont pas faits pour rassurer tout le monde, hein, parce que nous sommes à 11 jours du match, il ne sait pas encore qui est aligné, il doit tester. Justement, il faut que quelqu'un rappelle à Halilovic que nous sommes au mois de juin et que le match contre la Belgique, c'est dans 11 jours. Donc maintenant, ce n'est plus le temps des hésitations et des expérimentations. Moi, c'est pas moi. Deux équipes différentes dans des 2 seuls matchs qu'il a sous la main. Mais pourquoi ne pas faire jouer la même équipe? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. La valeur des entraîneurs apparaît ici, lorsqu'on arrive en Coupe du Monde. Vous avez une période préparatoire d'1 mois. Il faut faire une planification très rigoureuse et très sérieuse pour amener son équipe dans les meilleures conditions pour affronter le premier match, qui est le nôtre pour le 17. Donc tous les entraîneurs, c'est ça là. Ils ont 1 mois, c'est la seule. Parce qu'avant, les dates FIFA, vous travaillez, bon, si c'est un match officiel, donc c'est 6 jours. Si c'est un match amical, c'est 2 jours ou 3 jours. Mais après, vous avez des trous d'1 mois ou 2 mois, vous ne voyez pas vos joueurs. Tandis que là, vous avez 1 mois à votre disposition. Et je pense, s'il a été intelligent dans sa planification, il devait amener son équipe sans hésitation. Là, il aurait pu prendre les décisions qu'il fallait assez tôt pour aller véritablement vers un équilibre tactique et technique de son équipe. Et également, ça se répercute sur le côté psychologique. Je vous ai dit, et on a bien parlé, certains joueurs ont besoin de jouer plusieurs fois ensemble pour avoir de la confiance. Majid a besoin de confiance. Majid, ce n'est pas un premier match, mais je suis sûr qu'il va arriver en forme le 17, Inch'Allah. Mais il a besoin de jouer énormément pour se reprendre. Parce qu'en Coupe du Monde, le mental, on ne le dit pas souvent, mais le mental, ça compte beaucoup. C'est la confiance. La confiance. C'est hyper important. Mais écoutez, moi j'ai vu les joueurs de Roumanie, ils ont pris des risques parce que c'est la confiance. Vous avez vu en première mi-temps, ils gardaient la balle très très près du gardien de but. Ça, c'est la confiance d'une équipe. Ils ont confiance en leur jeu. Dans leur jeu, parce que c'est la maîtrise collective, ils savaient. Déjà, il y a un problème au niveau de
Je pense Vaïd, c'est un perfectionniste. Mais des fois, les choses, même en football, elles ne peuvent pas être parfaites. Jamais elles le sont. Elles ne le sont pas. Maintenant, il y a un groupe de 20 joueurs de champ. Les 20 ne peuvent pas être titulaires. Surtout à 15 jours d'une Coupe du Monde. L'entraîneur, il a une idée sur son équipe. Si un groupe qui vit bien, il fonctionne avec 13-14 joueurs. Si on va loin. Donc tout le monde ne peut pas jouer. Sur les 23, en fait, il n'y en a que 14 ou 15 qui sont concernés par le mondial. Il y a une concurrence, même dans une concurrence saine. Tout le monde ne peut pas penser être titulaire la veille de la Belgique. Il faut une concurrence, il faut penser. Mais il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une sérénité. Parce que si la Belgique elle a un potentiel très très fort offensivement, il faut que nos défenseurs ils soient en confiance. Il faut qu'ils sachent, je ne dis pas qu'il ait une carte blanche pour aller jouer, mais il faut qu'ils sachent qu'il a un temps pour se préparer. Il y a 2 matchs amicaux, ils vont jouer ensemble et ils vont un peu avoir confiance l'un dans l'autre pour affronter des adversaires qui ont un potentiel offensif vraiment de gros calibre. Très important. Non, autre chose. Même si vous arrivez, ça aussi c'est la technique, disons, pédagogique pour arriver à un match. L'équipe qui doit jouer un match, elle doit être dégagée suffisamment à l'avance pour créer de la sérénité dans l'équipe. Pour se préparer mentalement au match. Et oui. Et celui qui est remplaçant, n'attendra pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le match du Burkina Faso, le dernier match à Alger? On ne savait pas, même lui ne savait pas qui c'est. Bon, j'exagère, mais il devait savoir qui. Mais les joueurs n'ont pas été, y compris le gardien de but, Zemambouche, a su la veille uniquement qu'il devait jouer. Alors que là, pourquoi 4-5 jours avant... Et il était tétanisé, il était à votre place il y a quelques mois en disant on avait la trouille. Parce qu'il faut donner la formation suffisamment. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Il faut la donner suffisamment loin de la compétition pour que les choses, au sein de l'équipe elle-même, au sein des joueurs, chacun se concentre sur ce qu'il va faire, sur son travail qu'il va faire le jour du match. Il sait qu'il est titulaire, il commence à raisonner. Et même des fois, ils vont communiquer entre eux sur le terrain, en dehors du terrain, dans les chambres, avec l'entraîneur même. Ils peuvent lui poser... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils venaient me voir. Cheikh, pourquoi vous avez opté pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas changer? Et donc, le dialogue s'entretient parce qu'on sait qui c'est qui doit jouer. Est-ce que vous vous entreteniez avec on va dire, ceux qui étaient les ténors du groupe, les aînés? Est-ce que vous aviez vos relais dans l'équipe et vous discutiez avec eux, par exemple, avec Antal ou avec Ziani? Bien entendu, la discussion était ouverte. Bon, là, ne rentrons pas parce que c'est ça. Il y a prescription maintenant, on peut raconter certaines choses. Non, il y a des différences de direction de l'équipe. Il y a une différence. Exactement. Par exemple, entre ce que moi je dirige dans l'équipe et lui, bon, chacun opte la méthode qu'il veut. Moi, ce que j'essaie de vous expliquer simplement, l'équipe arrive dans sa sérénité psychologique lorsque, bien suffisamment loin du match, on sait qui c'est qui doit jouer, de quelle manière on doit jouer, et tout est ficelé, y compris les balles arrêtées, défensifs, offensifs, tout doit être réglé avant d'arriver le jour du match. Vous avez compris? Je pense que c'est ça. Je sais qu'au niveau du coaching et au niveau de la sélection, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Cheikh pendant des années, et j'ai eu la chance de travailler avec Vaïd pendant ma période au Paris Saint-Germain. Je sais que Vaïd, on le savait, pour l'équipe titulaire, on le savait le jour de match. Le jour de match, malgré la pression, et pourtant on a gagné une Coupe de France, on a été vice-champion de France, mais on le savait le jour du match. Même Paoletta, qui a été meilleur joueur, on en a parlé avec Cheikh Saadane, qui était meilleur buteur de Ligue 1, il le savait le jour de match. Pourtant on se voyait la veille, est-ce que tu vas jouer, tout ça, et on ne le savait pas. Cheikh Saadane, j'ai une anecdote, pendant la Coupe d'Afrique 2004, pour le match contre le Cameroun, je savais 4-5 jours avant que je ne jouais pas le match contre le Cameroun. Mais on avait une discussion parce que c'était sa méthode, voilà pourquoi mes choix. Et donc, même moi, psychologiquement, je savais qu'il n'y avait pas de réaction intempestive et négative pour le groupe. C'est-à-dire qu'il y avait en amont déjà, le Cheikh Saadane, ou la qualité qu'il avait, c'est qu'en amont déjà, il discutait avec nous, on était comme ses enfants. C'est-à-dire que même si on ne jouait pas, et pourtant Dieu seul sait comment je voulais être titulaire indiscutable en sélection. Comme chaque joueur. Et comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en amont déjà, on discutait et on savait. C'est-à-dire que même quand je ne jouais pas, on avait la confiance. Et loin du match, surtout très loin du match, du jour du match. C'est ce qu'a dit, excuse-moi, Farid, je te laisse après, je vais Ça, c'est des écoles différentes, on va dire, de coaching. Il y a des entraîneurs qui ont une philosophie, qui ont une façon de voir les choses comme ça, et d'autres qui ont une autre façon. Moi, j'ai eu des entraîneurs, par exemple, je donne une petite anecdote, à Bastia avec M. Gilly, Gérard Gilly. Des fois, on connaissait l'équipe quand il levait le tableau.
Oui, le mec était surpris. Une fois, un mec il était surpris de voir son nom. Il m'a dit ah, t'es surpris, bah, tu joues pas. Tu t'y attendais pas, donc tu t'attendais pas à jouer, donc tu joues pas. Mais il y a des façons de faire. Moi, c'est des méthodes. C'est des méthodes. Moi, je suis pas trop adepte de ce genre de méthode. Parce que je pense qu'il faut. Le footballeur, il est aussi humain. Et c'est un homme qui a besoin de connaître le match qui l'attend, son partenaire, de discuter avec lui, de savoir que voilà, il y a des affinités. Tu ne peux pas prendre une minute avant. On parle beaucoup de la Belgique, on ne parle pas de la Corée. Troussier, par exemple, qui était sur votre chaise il y a quelques semaines, disait que c'était le côté humain et le côté un peu chaud du Méditerranéen, qui est, ou l'Européen du Sud ou le Maghrébin. Il faut de la psychologie pour expliquer à un joueur qu'on veut garder dans le groupe. Voilà, fiston, pourquoi tu joues pas? Et je t'explique et que c'est pas la même stratégie. Alors que en Asie, comme pour la Corée ou le Japon, où était Troussier, il n'avait pas ce genre de problème. Troussier disait, moi, je dormais toujours tranquille parce que quand je disais voilà mon 11, ceux qui restaient sur le banc, il n'y avait pas de réaction. Il n'y avait aucune réaction. Il y a une discussion toute asiatique qui n'existe pas chez les Méditerranéens. Mais il y a un exemple du dysfonctionnement, du dysfonctionnement chez Ali Lozic. Puisqu'il a décidé, il l'a dit en conférence de presse pour expliquer la mise à l'écart de Adlet Guedioura, il avait décidé dès le départ que c'est Hassan Ibda. Mais pourquoi il prend Guedioura déjà à Genève et pourquoi il le fait jouer? Pourquoi il lui donne de faux espoirs? Il le fait. C'est comme si quelqu'un dit à un enfant, voilà, si tu réussis ton examen, tu auras un cadeau. Le gars, il fait son examen, il le fait bien, mais il n'a pas de cadeau. Pourquoi il fait jouer Adlan Guedioura? Déjà, c'est mauvais pour lui sur le plan humain. Et en plus, il enlève du temps de jeu à quelqu'un qu'il est sûr de prendre en Coupe du Monde. Je ne comprends pas. Encore d'autres questions. On va revenir au poste de gardien de but, messieurs, avec l'analyse de Vaïd sur le comportement d'Emboli. Parce qu'on dit Mboli, c'est ça? Mboli, oui. C'est pas Mbolhi pour certains. Et Raïs, voilà, l'avis du coach Vaïd sur le gardien Mbolhi, qui sera pour lui numéro 1. Gardien, je pense qu'il a fait ce bon match. Surtout, il avait une intervention super quand il était un petit peu ballon contré. Il a montré beaucoup de qualité et physique et vivacité pour sauver cette balle qui n'était pas facile. Je pense qu'il a fait un très bon match. Pas quelqu'un qui pleure au Coupe du Monde pour aller là-bas. On ne prépare pas un championnat de quartier d'Alger là-bas. Ça, c'est Coupe du Monde. Vous savez, c'est quoi ça? Et surtout, on ne se va pas là-bas comme touriste. J'ai eu aujourd'hui une discussion. Hier, j'ai eu une discussion. C'est facile de donner ambitieux, donner aux paroles la promesse. Mais derrière promesse, il faut tenir cette promesse. Pour faire l'exploit, peut-être passer un petit peu plus haut, pour devenir plus grande équipe de l'histoire d'Algérie. Pour le deuxième tour, il faut faire 3 exploits. 3 exploits. Vous pouvez gagner un match et 2 perdre, vous allez éliminer. C'est-à-dire pour 3 exploits, il faut se préparer, monsieur. Voilà, il a écarté toute polémique. Le gardien champion d'Algérie ne sera pas numéro 1, c'est-à-dire Zema, il sera 2e. Et beaucoup, je ne sais pas, à un moment je me retourne vers toi, beaucoup pensaient que le trio était clair. Hein. Le trio, pour beaucoup, sans surprise, c'était Mbolhi, Zema, ou l'inverse, et Doha, qui faisait partie du groupe depuis plusieurs années. Et puis là, Doha qui, avant de partir en Suisse, est sorti du groupe. Tout à l'heure, on parlait de Guedioura, mais on parle d'abord de Doha. C'est lui qui a quitté le groupe le premier. Et il a une drôle de façon de parler de Doha alors qu'il était avec lui il y a quelques jours. Surprenant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait des certitudes pour Zema et Mboli, vice-versa. C'est vrai que la question qu'on se posait il y a quelques émissions, c'était de savoir qui allait être le 3e. J'ai la chance de connaître Doha, avec qui on a joué au Mouloudi ensemble. Cédric est un ami. Le souci, c'est que un joueur qui va pas à la Coupe du Monde, qui pleure, pour moi, c'est normal. C'est normal. Guedioura, je pense que là, ça fait 24 heures, il doit souffrir. Maintenant, une Coupe du Monde en plus avec l'Algérie et au Brésil, un joueur qui pleure parce qu'il n'est pas qualifié, c'est une réaction pour moi. C'est humain. Déjà, lui, il est algérien, il sait ce que ça représente. C'est tout à fait normal. Il peut comprendre ça que s'il n'était pas sélectionné avec la Bosnie. Parce que coacher l'Algérie en tant que Bosniaque, c'est pas... On peut dire Bosnien.
Bosnien. Ouais, je sais pas, on dit quoi? Ouais, ça... Les deux sont valables. Les deux Bon, sont ça valables. va, autant pour moi. Non, je disais, il peut pas comprendre ça. Mais lui, la dernière fois, quand il a eu des larmes, tout le monde a eu on va dire de la compréhension et de la compassion pour lui. Et tout le monde ne lui est pas tombé dessus. Je pense que c'est pas, faut pas juger ce genre de choses. Faut le juger. La Coupe du Monde, faut le juger sur des qualités footballistiques. Même Chir a eu un moment de faiblesse, je m'en souviens. Bien sûr. Et d'ailleurs, tout le monde avait été. C'est la passion. L'émotion. Tout le monde avait été très dur à l'époque. Quand t'aimes ton pays. Tout le monde avait été très dur. C'est normal. À l'époque, avec. C'est par rapport à la blessure de Mourad. Mardi. Mais ça, c'est des choses humaines. Maintenant, je ne comprends vraiment pas sa réaction, alors qu'il y a quelque temps, même moi, il m'avait dit que Doha, c'était un garçon qu'il appréciait énormément. Non, mais il fait partie du groupe. Doha, il est très proche de certains joueurs. Parce qu'il faut dire, J'ai bon. eu la chance, excuse-moi Oui. Farid, j'ai eu la chance d'aller dans les vestiaires après le match du Burkina Faso, le match décisif pour la qualification. Doha, c'était le bout en train. C'était le bout en train. C'était celui qui mettait l'ambiance. Et pour le poste de troisième gardien, et Chéril le sait, le troisième gardien, il jouera pratiquement pas un Il match jouera de la pas le Coupe du mondial, Monde. sauf Donc, double accident. Donc le troisième gardien, et il y a eu l'exemple, je retourne sur le France 98, on parlait de Bernard Lama, Lionel Charbonnet, il a été pris parce que c'était un peu la cohésion avec tous les joueurs et qui mettait l'ambiance un petit peu, et tu as besoin de ça, parce que pendant 2-3 semaines, tu veux pas des joueurs qui fassent la gueule parce qu'ils jouent pas et tout Parce que ça. leur T'as pote n'est besoin. pas avec eux. Voilà, t'as C'est le pote besoin. de Slimani. Il est, je crois, que parent hein, ou du même patelin que Soudani. ils sont mais du c'est- même- Oui, en non, dehors, il est le on pote va de pas tout le rentrer monde. dans le- Non, moi j'ai vu dans les stages, Doha est le pote de tout le monde. Et en plus, bon, le troisième gardien, il a très peu de chances de jouer. Dans ce cas, Il faut garder celui qui s'intègre entre le deux plus joueurs, dans- voilà, qui réunit. de la même valeur. Il faut prendre Avec celui tout qui le est respect ancien. qu'on a pour Voilà, Si Mohamed, hein, avec c'est Si ça. Mohamed, il n'y a aucun problème. C'est pas Mais un quand scandale, le c'est pas train, un au scandale moins, que Cédric Si Mohamed soit aussi dans les trois. Attention, il ne faut pas non plus dire que. Mais c'est c'est vrai pas qu'on contre. s'attendait plus. Quand on parle de. On s'attendait plus à Doha parce Quand que on c'est parle vrai de que. Doha, c'est pas contre. Ah, bien C'est sûr, bien sûr. Cédric. Mais c'est vrai que la réaction de Doha, le fait de pleurer, je pense que la réaction, elle est totalement humaine et totalement normale. plus, Surtout, je pense il a qu'il s'y fait- attendait pas. En s'y plus, attendait pas. en plus, Je il a pense qu'il fait. s'y attendait Non, pas. il a Et en plus, il a été sélectionné. Prenons les critères objectifs. Les critères. La Coupe d'Afrique, il était numéro 2. Parce qu'il n'y avait pas Zemamouche. Zemamouche était blessé. Donc c'était lui le numéro 2. C'est lui qui a joué le plus de matchs amicaux. Officiels, je ne sais pas, mais je pense qu'il a joué beaucoup plus de matchs amicaux. Donc, lorsqu'on voit sur le nombre de, aussi bien donc les critères véritablement objectifs, durant la période avec Vaïd, donc c'est le gars qui était placé en deuxième, beaucoup, et en troisième position. Voilà. Donc, C'est un choc, mais une c'est un surprise, choix. quoi. Écoutez, Moi, j'aime pas maintenant, cette façon de faire. J'aime pas cette Non, c'est la façon de manière faire. qui est discutable. C'est Dans pas à le la fond, presse, c'est la manière. c'est dans la, voilà. S'il a des problèmes avec ses joueurs, il prend son joueur, il lui dit ce qu'il veut. Ça se règle entre hommes. Même avec Sofiane Fegouli, dernièrement, Sofiane a dit qu'il était fatigué. c'est vrai, c'est vrai. Tu peux même prendre Sofiane, tu lui dis tout ce Dans que la tu veux chambre, lui dire. dans la chambre, ça se Mais tu vois, ça te fait pas plaisir des fois, tu as une discussion avec ton entraîneur et tu retrouves la discussion dans le journal. C'est des choses où tu as une discussion et tu la retrouves. Ça te fait pas plaisir. Parce que c'est pas censé se retrouver à cet endroit-là. Non, Ou mais il si a ton même dit en entraîneur- conférence, s'il est fatigué, il joue pas ou il peut aller se promener à... Tu peux lui Ah, prendre, ben, tu vas dire, tu vas à Rio pour se baigner. tu vas en tribune, tu vas lui dire, Sofiane, tu viens, tu joueras pas. C'est pas un problème, mais je comprends pas. Ces choses-là, même, elles intéressent pas les Algériens. Ces choses-là, c'est à lui de les régler avec ses C'est le joueurs. secret du vestiaire. Mais même quand il parle de Doha qui pleure, moi je rappelle juste à Vaïd Halilovic que même Romario, le grand Romario, l'un des meilleurs buteurs de tous les temps, L'histoire de avait la pleuré quand il n'avait pas été retenu Mais lui, il a en pleuré Coupe il y a du un Monde. mois. Il y a un mois. Alors, avant de terminer cette première partie de Zaïre Rio, on va voir les 7 rescapés de 2010, les 7 joueurs que vous aviez sous votre coupe. On va voir les images de Mahdi Haddad. Voilà, donc, Mbouli, Halish également, qui lui survit à ce match face à l'Arménie. Majid, pour vous tous, c'est le capitaine indétrônable, indéboulonnable. Karl Medjani, lui aussi, qui était venu et qui avait joué sa Coupe du Monde. Hassan Yebda, qui aurait pu prendre son cabas et sa valise et quitter Genève pour un mollet récalcitrant, selon nos informations, nos indiscrétions. Il a beaucoup de problèmes musculaires, mais après IRM, paraît-il, d'après le médecin de la sélection que nous avons contacté, le bobo n'était pas très grave. Mahdi Lahsen, manque de compétition flagrant, mais il finit quand même bien la Liga. Il est là encore pour 2014.
Et puis celui qui a joué tout le match face à l'Arménie, certaines indiscrétions journalistiques fait Aïd Saad disent que Roulem était furieux de ne pas jouer ce premier match. Il avait le banc qui le démangeait, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Mais voilà les hommes que vous aviez et qui vont vivre. Et il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'équipe d'Algérie, dans l'histoire. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu 2 Coupes du Monde. Et ces 7-là, ils vont peut-être la vivre. Et probablement, ils vont tous fouler au moins quelques minutes la pelouse. En plus, les 7 joueurs-là ont été tous pris en sélection par la Saadane. Moi, je pense qu'il a commencé par 2004 avec Bougala. Là aussi, c'est un problème de gestion et je pense que c'est un gâchis. Sincèrement. Je le pense, sincèrement, il y a un gâchis parce que on pouvait garder beaucoup d'autres joueurs. Parce que l'expérience... Là, parce qu'on va parler... Je souris parce que vous répondez à une question que je n'ai pas encore posée. Non, parce que là l'expérience a un rôle très, très important. Parce que lorsqu'on a été la première fois, surtout cette génération qui est arrivée, celle de 82 a fait 86. Mais celle qui a fait, donc qui est arrivée en 2010, elle n'avait jamais fait de Coupe du Monde. Donc c'était une chance extraordinaire. Donc c'était la première expérience. Et ils ont vécu 3 matchs, notamment 3 matchs de Coupe du Monde. Ça, c'est un acquis. Malheureusement, on ne l'a pas exploité. Et là, on va aller faire une autre expérience avec un effectif. On aurait pu, par exemple, avoir Boudibouz dans cette liste. On aurait pu avoir, je ne sais pas moi, Ziani dans cette liste. Moi, j'ai parlé de pas mal de gars. Antar Yahya dans cette liste. J'ai parlé de pas mal de... Donc, effectivement, vous les avez cités, qui avaient largement... Et là, moi, je suis sûr que... Bon. Puis il y a un mental dans cette équipe, il y avait un esprit, il y avait un groupe, c'était quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas avoir peur des mots, cher, mais il y avait des joueurs qui étaient aussi importants sur le terrain, donc dans le jeu, en dehors du jeu et à l'extérieur du terrain. C'est ça aussi l'équipe. L'équipe, ce n'est pas simplement 90 minutes, c'est tout le reste. C'est la vie autour. C'est la vie et il y avait des véritables leaders qui étaient là et qui étaient importants. Et c'est pour cela que maintenant, dans cette équipe, d'ailleurs, à force encore de changer chaque fois, moi, je n'arrive pas à situer où sont les leaders, où est l'âme de cette équipe. On dit ça, ce n'est pas pour parler de l'équipe de 2010. Espérons qu'ils vont pouvoir vivre cette aventure, mais qu'on va les laisser continuer. Voilà. Il faut qu'ils fassent leur propre histoire. Qu'on va leur faire confiance, parce que même il y a des choses, quand Sofiane, on revient à ça, quand on veut un joueur de caractère, il va dire ce qu'il pense. Mais on ne peut pas demander à un joueur, un leader ou un joueur de caractère dire ce qu'il pense et après on lui tombe dessus. Donc c'est paradoxal tout ça. Donc, c'est un problème, ça va être sur le terrain. Sur le terrain, donc en amont, c'est vrai qu'il y a une discussion à avoir pour que le joueur soit épanoui, pour que le jour du match soit bon. Le seul résultat, c'est ça, c'est les 3 points et la prestation du match. Surtout quand la mentalité du joueur elle est propre. Il y a un travail à faire. Donc quand la mentalité du joueur elle est clean, et la confiance que peut avoir le joueur avec le sélectionneur. Quand vous savez un joueur que sa mentalité elle est propre, c'est un travailleur, c'est pas un fainéant. Donc quand il dit un mot, quand il a le droit à la parole, faut pas le dénigrer ou faut pas lui tomber dessus. Parce que cette personne, s'il a un leader qui dort en lui, ça sortira pas. Et puis un grand joueur, c'est souvent un gros caractère. On ne pourra jamais fermer la bouche à Zlatan. C'est une grande gueule, comme on dit. Mais après, aucun entraîneur ne peut se passer de lui. Là, je te suis, Riyad, mais c'est vrai qu'il y a différents leaders. Faroulé, c'est pas du tout, c'est pas un Zlatan, c'est un gars très très respectueux. Un peu comme Zidane, je le connais pas. Donc c'est un gars extrêmement. Je pense que ce qu'il avait demandé, c'est d'être ménagé parce qu'il avait fait une lourde saison. Une saison 2013-2014 très lourde. Il avait demandé simplement que ça le fatigue. Ouais. Et surtout, je pense que c'est l'expérience malheureuse qu'il a eue à la sortie donc, de la Coupe d'Afrique. Avant la Coupe d'Afrique, il était en forme. Après la Coupe d'Afrique, il était en méforme. Et ses employeurs, donc Valence, on lui a dit d'où viens. Donc le gars était en forme avant la Coupe d'Afrique et on rentre à Valence, il est devenu. C'est ça. Ouais. Donc là, même l'entraîneur, il faut se remettre. Nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs de planification, on peut faire. Donc il faut se remettre en cause. Il faut écouter les autres. Il faut écouter les autres clubs. Ouais. Le club il te dit, il t'a fait un rapport. Vaïd a toujours raison et surtout en conférence de presse. Je pense que là, voilà la problématique. Je pense qu'elle est là. Donc maintenant, il dirige tout seul. Il veut. Laissez-le.
laissez-le maintenant. Laissez-le, l'essentiel, bon, c'est qu'il mène le plus loin possible l'équipe nationale. On l'espère. Ce qui est malheureux, juste un petit truc. Ce qui est Rapidement, malheureux, parce qu'on arrive à la fin de la première c'est- partie. C'est qu'il fait du bon travail. L'équipe elle pratique un beau football. Il y a des choses qu'il fait vraiment très très bien. Mais sa communication et certaines gestions humaines, elles sont vraiment... Elles nous emmènent à nous poser des grosses questions. C'est son caractère hein, qui étouffe un petit peu certains joueurs qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie consacrée à la Roumanie. On revient pour débriefer le second match de l'Arménie juste après la pub. معاك يا الخضراء، معاك يا الجزائر. أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Retour sur le plateau de Dzaïr Rio pour cette deuxième partie. On va revenir justement à ce premier match en Suisse. C'était pas à Genève, à Sion, à quelques kilomètres, le stade du Tourbillon. Oui. C'est ça, à cause du stade, du château du Tourbillon qui surplombe justement ce stade où l'Algérie a rencontré l'Arménie. Beau match, début, mais une autre équipe. Alors, il fallait tester. Est-ce que c'était le pot d'adieu pour Guedioura? Certainement. On va regarder le débrief d'Algérie-Arménie et on revient. L'Algérie n'a pas raté sa première sortie amicale d'avant-mondial. Premier test, premier succès obtenu haut la main sur le score de 3-1 face à la modeste Arménie, qui permet aux Verts de continuer à travailler dans la sérénité. Les Verts ont assuré et rassuré au passage leurs millions de fans sur leur disposition à J-16 du match d'ouverture face à la Belgique. Vahid Halilovic avait porté beaucoup de changements sur le 11 rentrant, en préférant garder Bouguerra, Medjani, Roulem, Mehdi Mostafa et Ferrouli sur le banc, ce qui a laissé les observateurs perplexes concernant ce choix. Surtout que la logique veut que dans ce genre de match, l'idéal serait d'aligner l'équipe type. Le Bosnien a opté aussi pour une composition plutôt classique, en 4-2-3-1, en procédant toutefois à de nombreux tests. Zemamouche dans les buts, Nabil Riles au milieu droit à la place de Ferrouli et le nouveau visage des Verts Mahrez au milieu gauche à la place de Soudani. Les Verts ont fait l'essentiel, une victoire et plein de points positifs à partir de ce test, car les coéquipiers de Ben Taleb continuent d'enchaîner les belles prestations et restent sur la dynamique de victoire. La découverte de ce Algérie-Arménie est sans doute Riyad Mahrez qui a effectué son baptême du feu à l'occasion. Selon toute vraisemblance, l'ex-Havrais a réussi son test et aussi validé son ticket pour le Brésil. C'est le cas de Yassine Brahimi, auteur d'une prestation très remarquable de passeur, qui sera certainement l'un des atouts maîtres de Vahid au mondial.
L'Algérie va disputer sa deuxième Coupe du Monde consécutive dans quelques jours. Les Verts espèrent se montrer plus performants que lors de la précédente où ils n'avaient pas réussi à franchir le cap des poules. Exclure les chances des Verts au mondial serait un exercice compliqué après ces 2 tests amicaux, mais il y a tout de même une petite pièce à mettre sur Mehdi Lahsen et ses coéquipiers. Alors messieurs, comment avez-vous trouvé ce test match de l'équipe B de la sélection? C'est comme ça que moi je la vois. Alors, tellement c'est l'équipe B, tellement c'était pas, on a vu qu'une seule mi-temps, on a oublié ce match. Parce que moi j'ai vu. On teste Zema qui jouera pas. Oui, parce qu'on on teste une paire qui jouera pas. Oui, on a vu déjà 2 matchs dans un seul match parce que autant la première mi-temps a été très encourageante, autant la deuxième est à oublier. Et en plus, une équipe, et même il a dit à Lilozic à la fin du match, il m'a dit, alors vous appelez mon équipe bis? Donc il savait que c'est l'équipe bis, mais pourquoi il fait jouer ces joueurs-là? Pourquoi il ne met pas dès le départ le 11? Pourquoi il perd un match amical avec une équipe bis? Déjà, quand on fait autant de changements, on manque un peu de crédibilité au niveau des joueurs. Ça, on appelait, Momo il connaît, une expression, on dit c'est les lofters. Tu fais partie du loft et tu joues, et puis tu sais très bien que, voilà, que la chance d'être dans l'équipe, dans la vraie, elle est vraiment minime. Parce que là, il y a je sais pas, sur. C'est quoi, c'est le match cadeau? C'est un match, en gros. Moi, j'arrive pas à comprendre. En fait, Vaïd, après, peut-être que je me trompe, je pense que Vaïd voulait faire jouer tout le monde pour se rassurer et se dire, voilà, vraiment l'équipe type que j'avais en tête. Voilà, je vous montre pourquoi j'ai choisi l'autre équipe. Mais je pense qu'au contraire, ce système-là, ça s'est retourné contre lui. Et là, maintenant, je ne veux pas être à la place de Vaïd. Je pense qu'il y a certains joueurs comme Mahrez, on en a parlé il y a quelques émissions, c'était pas quelqu'un qui allait pratiquement dans les 23. Maintenant, avec le match qu'il a fait contre l'Arménie, la rentrée qu'il a fait contre la Roumanie, on en parle comme l'un des titulaires. Djabou, c'était pareil, c'était un remplaçant. Brahimi, c'était doublure de pratiquement Soudani ou je sais pas quoi. Rila, c'était la doublure de Slimani. Maintenant, je pense que ce système-là, le fait de faire jouer tout le monde, ça a mis une pression à Vaïd et maintenant, je pense que là, il ne doit pas dormir. Est-ce qu'il s'en mêle pas un peu les pinceaux, Vaïd? Justement, c'est ça. Si, je pense Moi, je suis persuadé que ces 2 matchs, il s'est mis dans cette situation-là. Ça l'a mis même un peu en difficulté et même tout le monde a été un peu très très dur avec Belkalem ou avec Halish, mais ils ont été à l'autre. Franchement, ils n'ont pas été mauvais. Déjà. C'est parce qu'ils n'ont pas été mauvais. Mais peut-être que Guedioura a été viré. Mais ils jouent jamais ensemble déjà. Guedioura n'a pas été mauvais aussi. C'est-à-dire que Guedioura, sur le match qu'il fait. On va voir des images, messieurs, de Guedioura, des images exclusives. Dzer TV signé Walid Mellel, notre caméraman à Genève. Adlen Guedioura qui quitte l'hôtel de la sélection après cette décision. La rédaction de Dzer a appelé le staff pour avoir ce fatidique nom. Eh ben, on a eu beaucoup de mal à décider. Il y avait cette blessure, messieurs, de Yebda. Est-ce que Vaïd savait que c'était Guedioura qui allait partir et il a préféré ne rien dire en attendant de voir si Yebda pouvait faire une Coupe du Monde ou pas? Oui, mais même si c'était ça, s'il voulait garder Yebda, et puisqu'il l'a gardé, puisque même blessé, il l'a maintenu, mais qu'il le prenne directement dans une liste de 23 et qu'il dise à Guedioura... Yebda, dans la presse, qui dit « on a trop gonflé ma blessure oui. ». Alors... Non, c'est pas correct. En plus, il joue le deuxième match. Non, pourquoi la presse a gonflé sa blessure, entre guillemets, si on peut appeler ça gonflé, c'est qu'il ne s'est pas blessé au cours d'une séance d'entraînement ou au cours d'un match. Même l'entraîneur l'a dit, il s'est blessé à l'hôtel. C'est bizarre de se blesser à l'hôtel comme ça. Et c'est pour ça on se dit, est-ce que c'est pas une vieille blessure qui s'est réveillée? Est-ce que c'est pas plus compliqué et plus grave qu'on le laisse supposer? C'est ça, c'est ce qu'a mis la presse. Mais s'il y avait communication, et si dès le départ... D'ailleurs, la presse, c'est plein de manque de communication. Oui, il y a même une action de protestation. Si Halilovic avait dit dès le départ, je prends Yebda, c'est mon choix, il n'y a pas de problème, il fait ses choix. Mais pourquoi avoir donné de faux espoirs à Guedioura? Pourquoi l'avoir pris? Pourquoi l'avoir fait jouer en lui disant, si tu es bon, je te prends, alors que sa décision était prise dès le départ? Vaïd Sadiq, pour vous? Un peu? Non, je pense que... je pense ce groupe qui existe maintenant... Non, allez-y, cher, allez-y. Non, je ne peux pas les faire taire. Moi, je dirais l'observation, elle est très claire pour moi, parce que c'est... Il y a une qualité
entre les joueurs qui est pratiquement, je dirais, bon, il y a des différences minimes entre les différents. Donc entre les titulaires et entre maintenant, parce que maintenant c'est apparu après ce deuxième match, donc la différence elle est très faible finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a une forte concurrence entre tous les joueurs qui font partie des 20 joueurs de champ. Et je pense que contrairement à la hiérarchie qui existe parce que vous prenez par exemple pour le poste à gauche, vous avez Djabou, vous avez maintenant Mahrez qui vient d'arriver. Soudani joue aussi. Soudani. Et vous avez encore un quatrième qui est également à gauche, Brahimi. Brahimi qui est beaucoup plus un gars qui a un côté préférentiel du côté qui vient de la gauche et qui repique dans le centre. Donc vous voyez un petit peu la concurrence qu'a l'entraîneur national pour désigner le titulaire. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Guedioura? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Qu'est-ce qui était en défaveur de Guedioura, à part le manque de jeu dans la saison? C'est une sanction parce que Guedioura, avant de rejoindre le stage à Sidi Moussa, il est parti à Aspetar. Aspetar, la structure médicale qui est sise au Qatar et qui est conventionnelle avec la FAF. Pour Alilozic, il fallait que Guedioura aille directement au stage parce que Alilozic ne reconnaît pas Aspetar, comme il ne reconnaît pas beaucoup de choses à la FAF. Et de là, le conflit entre lui et le président Mohamed Raourawa. Donc c'est ça, il lui fait payer ça. Parce que techniquement, moi je ne vois pas beaucoup la différence entre Guedioura et les autres. Certains disent même qu'il paye les commentaires de son père, hein, l'ancien joueur de moi aussi, et moi je qui avait critiqué un petit peu le style Vaïd. Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais moi je dis aussi, je ne veux pas tomber dans le piège de ceux qui veulent opposer Adlan Guedioura à Hassan Yebda. Parce que ce n'était pas forcément entre les deux. Il pouvait enlever un autre joueur. Mais c'est ça, moi je pensais que c'était un central qui allait passer à la trappe. Après ça, c'est un travail de la presse écrite. Guedioura est un joueur exemplaire, Hassan Yebda est un joueur exemplaire, donc ce n'est pas forcément les premiers. C'est-à-dire quand on voit les images de Guedioura sortir, ça fait mal. Non, et en plus c'est un joueur. Donc il a fait la Coupe du Monde, il a fait la Coupe d'Afrique, il a joué pratiquement tous les matchs de qualification, bon, sauf les cas où il était suspendu. Parce que c'est un gars tellement il est agressif, il s'est fait suspendre maintes fois. Donc c'est un gars qui a été une pièce maîtresse tout le long des phases qualificatives. Toutes les phases jusqu'à la Coupe du Monde. Et arrivé à la fin... Technique, gabarit, on l'a pas. C'est vrai, c'est pour ça que force de frappe, ça doit le toucher énormément, parce qu'il a été, même Vaïd l'a dit, c'était un gars qui a travaillé constamment avec moi. Donc il a travaillé depuis déjà 2010 et arrivé au bout, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Alilozic n'était pas obligé de choisir entre Hassan Yebda et Adlan Guedioura. Il y avait 24. N'était pas là. Il pouvait choisir un autre joueur. Il y a autre chose, il doit y avoir, seul lui peut répondre, parce que véritablement, s'il est sincère. Parce que là, on est en train de spéculer. Oui. C'est lui qui vit à l'intérieur de l'équipe et c'est lui qui sait qui connaît les vérités. Pourquoi? Alors, messieurs, comme vous l'avez fait en 2010, est-ce que le choix des 23, c'est très difficile après avec le recul. Est-ce que le choix des 23, un sélectionneur assume ses choix? C'est pour ça qu'on l'appelle sélectionneur, parce qu'il a cette mission, cette tâche contractuelle de sélectionner, de choisir les meilleurs pour pouvoir assumer son contrat qui est, je vous le rappelle, et c'est le président de la fédération qui l'a dit sur ce plateau même, il y a quelques mois, passé au second tour. Est-ce qu'on peut spéculer en Coupe du Monde, si on passe à côté, de dire « Oh, il aurait dû ramener celui-là et pas celui-là » et j'ai pu lire comme ça sur Facebook certains qui disaient « Mostafa ne mérite pas sa place » ou « il ne doit pas être latéral ou plutôt milieu de terrain », etc. Je ne pense pas qu'un sélectionneur, déjà, d'accord qu'un entraîneur et un sélectionneur, c'est deux mondes différents. C'est pas le même métier. Et je pense qu'un sélectionneur ne va pas sur Facebook. Je ne pense pas que Cheikh Saaden va faire un tour sur Facebook. Mais il a beaucoup de fans. Pour voir, mais ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que les choix, on va être sur les réseaux sociaux ou sur des sentiments. La pression, elle est énorme sur un sélectionneur et encore plus sur un sélectionneur en Algérie. Se dire qu'il y a une responsabilité énorme. Après, il y a des choix qui sont faits. Là, le choix avec Guedioura, il fait très très mal parce que c'est un joueur exemplaire, qui a une bonne mentalité, qui a les qualités énormes, qui connaît le haut niveau, qui a joué en Angleterre, qui est physique, qui est technique. Donc il y a des choix qui sont faits. Donc forcément, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, le sélectionneur sera critiqué. La question, c'est est-ce que Vaïd
supportent la pression? Parce qu'en Algérie, il y a une énorme pression. Il y avait une énorme pression sur vous, cher Saadane. Énorme. Bien sûr. Vous avez même dit il faut que nos vieux et nos vieilles prient pour nous parce que tellement la pression était énorme. Je me souviendrai toujours de cette déclaration. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais vous devez évacuer, un sélectionneur doit aussi évacuer, il doit savoir ce qu'il fait, il doit savoir où il doit aller. Et surtout, on doit le laisser tranquille, c'est surtout dans son environnement immédiat. Le problème chez nous, c'est que des fois, la pression, elle est à côté. Elle est à côté. Sélectionneur algérien. Parce que tu es algérien, là tu la ressens plus que l'étranger, on te laisse beaucoup plus tranquille. Et vous la sentiez la pression? Ou est-ce que Saadane protégeait ses joueurs de la pression? Non, il a absorbé. Franchement, nous, par exemple, moi je vous cite un petit exemple pour éviter le premier match de l'Égypte. Qui c'est qui a pensé le faire? J'ai jamais voulu le faire à Alger. On l'a fait à l'extérieur et on est venu 48 heures avant le match, on a été dans une caserne. Pour éviter toutes les pressions. Parce que surtout l'Égypte, tu joues contre l'Égypte, c'est déjà une pression déjà. Donc, et c'est là où on a pu véritablement rester tranquille et jouer un match comme là, et gagner ce match. Le premier match qui a été décisif, d'ailleurs personne ne nous attendait ce match-là. Que vous avez proposé en tête du groupe. Et tout le monde en tard. Donc c'est pour vous dire que la pression, il faut savoir aussi la gérer. Et justement, Riyad, moi les joueurs, je remettais tout sur moi et j'essayais de les... Il y a plusieurs joueurs qui venaient me voir et me disaient « Cheikh, comment vous faites rentrer sans pression ?» Parce que moi, je mets tout sur moi, parce que pour les laisser, pour qu'ils reviennent uniquement à leur boulot véritable, c'est de faire un bon match. De jouer au foot. De jouer au foot. C'est vrai. Parce que dès moi, tu es le responsable. Attention, tu vas jouer contre l'Égypte, tu vas jouer contre la Côte d'Ivoire. Oh, tu vas jouer contre Drogba. Non, il faut le laisser. Et tout le monde a critiqué. Tout le monde a critiqué. Je sais pas si il faut les lâcher psychologiquement pour qu'ils puissent donner le maximum de leur capacité. Parce que allez-y. C'est-à-dire que tu libères les joueurs pour qu'ils se donnent. S'expriment au maximum. C'est-à-dire qu'il faut les libérer des problèmes de la... Si tu lui parles, attention, il y a tout le public qui vous attend dehors, tu ne lui parles que de ça, c'est fini. Tu vois, tu ne lui parles pas du public, tu lui dis, tu vas jouer un match, c'est tout. C'est un match de football. C'est vrai que ça avait choqué un petit peu le fait qu'on se prépare avant le match de l'Égypte à Blida, qu'on fasse notre préparation. C'était à Toulon, je crois que c'était au Castellet. Tout le monde s'est dit mais pourquoi justement il faut que les joueurs voient la pression, ce qu'on ressent, le peuple et tout ça. Et on s'est mis à l'écart de tout ça et on était à l'aise. C'est-à-dire quand je te rappelle en tard, on se préparait tout ça. On est arrivé, dès qu'on s'est déplacé, à la caserne. Il n'y avait aucune pression. Et on est arrivé, on a fait un match 3-1. Et après le match, ah oui, c'était un bon choix d'être parti à l'extérieur et d'avoir fait ça. Bien joué, monsieur Saadane et tout ça. Mais en amont, aujourd'hui, il y a des conditions pour préparer les choses ici. Voilà, il parle de Sidi Boussa. C'est vrai que le bijou n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas. Maintenant, on s'adapte en fonction de ce là, ça protège l'équipe. Tu vois, ça protège. Parce qu'avant, dans les hôtels, c'était invivable. Le va-et-vient, et puis bon, c'est un lieu public. Non, on est intervenu maintes fois pour demander un seul étage. Mais ce n'était pas possible. C'était pas possible. Parce que tu trouvais toujours des gens qui viennent s'installer à côté des joueurs. Prendre des photos, déranger les joueurs. S'installer, louer des chambres à côté des joueurs. Et tu ne peux pas, parce que c'est un lieu public. Tu ne peux pas intervenir. Nous, on s'est accrochés maintes fois avec D'où l'importance d'un centre, justement, et d'un... Là, c'est Allez, Farid, avant qu'on parle de la guerre des médias. Oui, pour revenir à la pression que subirait Halilovic, moi je dis, il est sélectionneur pour ça. Il savait à quoi s'en tenir. Il est aussi payé pour subir la pression. Il est très bien payé pour ça, autre chose. Et en plus, moi je pense que, contrairement à la pression de 2010, c'est rien cette année. Parce qu'en 2010, la pression avait commencé dès que l'Égypte et l'Algérie avaient été dans le même groupe. Non, avant même, dès qu'ils avaient été tirés dans le même groupe. Alors ça a augmenté avec Omdurman. Et depuis Omdurman, avec des jeunes de 20 ans qui n'avaient jamais vu l'Algérie en Coupe du Monde, c'était une pression permanente de novembre jusqu'à juin. Mais cette fois-ci, il faut le dire, même dehors, il y a un intérêt, mais il n'y a pas le même engouement. Donc, il n'y a pas la même pression. Et au contraire, je pense que le sélectionneur est en train de mettre la pression sur les joueurs. Quand il remet Ou alors il se met la pression sur lui-même. Non, quand il remet en cause des propos, mais vraiment banals, de Faroulé sur la fatigue, c'est une manière de lui mettre la pression. Vaïd, si tu nous écoutes, on est de tout cœur avec toi. Non, il critique Doha parce qu'il a pleuré, il a raté une Coupe du Monde. Non, mais c'est pas ça, je fais pas. Non, il faut qu'il apprenne à assumer ses choix. Et je le dis, jamais un sélectionneur, et monsieur
Rabah Saadane est là. Jamais un sélectionneur n'a eu autant de moyens, n'a eu autant de joueurs qui jouent à un si haut niveau en Europe. Et surtout, jamais il n'a eu un effectif aussi pléthorique. Et la preuve, il ne peut souffrir d'aucune blessure. Aucun sélectionneur n'a jamais eu toutes ces conditions, donc il n'a aucune excuse pour rater le mondial. Et encore, autre remarque, l'Algérie n'est pas dans un groupe si difficile que ça, parce qu'il n'y a aucun vainqueur de Coupe du Monde dans la poule de l'Algérie. Contrairement à la poule D, où il y a l'Uruguay, l'Italie et également l'Angleterre. Voilà. Vahid, si tu nous écoutes, ben voilà, ce groupe est prenable et la pression est encore sur lui. Après les casernes, les guerriers et les bunkers, la guerre des médias. Où regarder la Coupe du Monde? Faut-il payer? Combien on va payer? Les Algériens vont-ils crypter, décrypter, pirater? La réponse dans ce sujet, signé Saoussane Sebien. C'est dans moins d'une semaine que tous les regards seront braqués sur le Brésil, mais pendant que les paris s'ouvrent sur les futurs champions, une autre guerre se profile à l'horizon. Et cette guerre, c'est celle des droits de retransmission des matchs. Les puissantes chaînes de télévision s'affrontent dans une guerre sans merci. Elles sont rompues à la concurrence lorsqu'il s'agit d'événements sportifs planétaires tels que la Coupe du Monde, car c'est un marché qui rapporte gros. C'est une équation simplette, mais sans doute pas fausse. C'est un marché estimé à plus de 2,4 milliards d'euros et qui représente 60% des recettes globales de l'événement. Pour le Mondial 2014, c'est la chaîne Being Sport, financée par des fonds qataris, qui a raflé la mise. La chaîne a racheté les droits acquis par TF1 pour 130 millions d'euros. Being diffusera donc l'intégralité des 64 matchs en direct, dont 36 en exclusivité. Pour ce qui est de TF1, la chaîne française se contente de 28 matchs seulement. Les propriétaires du PSG et de Being Sport renforcent leur position dans le paysage audiovisuel sportif. Et l'annonce de l'accord trouvé avec TF1 intervient au moment où la concurrence avec Canal+ se fait de plus en plus ouverte sur le terrain judiciaire. Canal+ critique l'impérialisme de Being et demande à ce qu'elle soit forcée à établir une nouvelle grille tarifaire. Aujourd'hui, un abonnement Being s'élève à 11 € contre près de 40 pour Canal. Face à une concurrente qui dépense sans compter, la chaîne cryptée tente coûte que coûte de résister. Mais dans ce match où tous les coups sont permis, qui peut l'emporter? La guerre entre Being et Canal n'est donc pas près de se calmer. En Algérie, le NTV a réussi à négocier 22 matchs avec le géant qatari. Les matchs concernés sont bien entendu ceux des Verts, éventuellement une demi-finale et la finale. Le public algérien risque donc d'être privé de la majorité des rencontres de cette Coupe du Monde très attendue. Et par-dessus tout, Being sort l'artillerie lourde pour combattre le piratage. Aux grandes dames du portefeuille des Algériens, Being propose une formule avec Coupe du Monde à 34 000 dinars. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité des Algériens. Ils semblent faire confiance aux démodulateurs qu'ils utilisent habituellement pour contourner le diktat de Being. Sur le marché, plusieurs marques et modèles existent à l'aide d'une connexion internet et pour un budget d'environ 15 000 dinars, soit la moitié du pack Being. Quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde n'est donc pas à la portée de tous. Le mondial, c'est avant tout un business. Ce n'est peut-être qu'un jeu sur le terrain, mais un jeu qui n'est accessible qu'à ceux qui peuvent se le permettre. Le dernier recours, l'autre système d'aide des Algériens, c'est le visionnage en streaming. Il existe une pléthore de sites internet pour regarder en simultané les matchs. Une astuce bien connue, car les supporters des Verts ne comptent pas rater l'événement footballistique le plus attendu de l'année. Voilà donc messieurs, je ne sais pas où est-ce que vous allez regarder cette Coupe du Monde. Inter, lui, il sera déjà dans les entraînements, hein, puisque la saison va reprendre très très vite. Mais en tout cas, depuis quelques années, même en Europe, les télés se partagent les droits de la Coupe du Monde. Il n'y a que cet énorme groupe qatari qui possède l'exclusivité. L'Algérie, elle, je crois, sur la chaîne terrestre, achètera 22 matchs. 25 aux dernières nouvelles. Avec un chiffre qui avoisine selon des chiffres révélés dans la presse, c'est 30 millions de dollars pour 25 matchs, plus des résumés des matchs de la Ligue 1 la prochaine saison. Bon, mais moi, la question qui se pose, mais pourquoi cette chaîne qatari dont vous parlez ne procède pas commercialement? Parce que quand un groupe achète des droits télé, c'est pour les rétrocéder à d'autres télévisions. Faire une deuxième opération commerciale. Voilà, c'est commercial.
Mais cette chaîne-là, ce bouquet-là, ne fait pas, il fait de la politique plus que du commerce. En fait, il achète pour empêcher les autres de diffuser. Voilà, il achète pour avoir le... Mais bien sûr, il achète... Non, il achète pour avoir le monopole. Ils sont pour la démocratie. C'est pas normal. Déjà, moi, j'avais posé une question à Blatter et à Jérôme Vac, le secrétaire général, lors de la Coupe d'Afrique 2010 en Angola. J'ai dit que normalement, c'est illégal. Parce que, selon la loi, déjà, la FIFA ne reconnaît pas les compétitions sur une base ethnique ou sur une base religieuse. Pourquoi donner un bouquet sur une base ethnique? Pourquoi cette chaîne a acheté tous les droits sur la zone arabe? Pourtant, ce n'est pas une zone géographique prédéfinie. Il aurait pu acheter les droits sur l'Afrique du Nord, le Maghreb, par exemple. Mais pourquoi toute la zone arabe sur 2 continents? C'est illégal. Mais comme la FIFA, tout est question d'argent, donc ça passe. Mais ce groupe-là doit réglementairement rétrocéder les droits à plusieurs télévisions et surtout aux télévisions qui participent à la Coupe du Monde. Et c'est dans les statuts. Par exemple, en Europe, le Parlement européen à Bruxelles a statué où il y a un droit des nations de diffuser les matchs de leur sélection. Ils s'auto-autorisent à diffuser leurs matchs. C'est la réglementation de la FIFA. Mais ça, c'est à la base, c'est une compétition gratuite qui est retransmise gratuitement. Non, à la base, normalement, c'est. À la base, on regardait la Coupe du Monde. En gros, comme disait, à la base, ce n'est plus le cas. Non, c'est pas parce le cas. qu'avant, c'est la FIFA qui a vendu. Voilà. Non, parce qu'avant, la FIFA ne vendait les droits qu'à des chaînes qui n'étaient pas payantes. C'est-à-dire à des chaînes publiques. En clair. Voilà. En clair, voilà, des chaînes en clair. Maintenant, ça a changé parce qu'il y a le pouvoir de l'argent. Mais la ZDF, la chaîne publique allemande, a défié la chaîne. Oui, elle a dit carrément, je vais diffuser en clair. Parce qu'elle a acheté les droits, elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut. Mais là, parce que les pays arabes ne sont pas unis, les pays africains non plus. S'ils étaient unis, s'il y avait la fameuse ASBU à l'époque, l'Union des télévisions et radios arabes, ils auraient pu imposer leur dictat. Les États arabes se seraient réunis pour acheter les droits. Moi, je suis d'accord aussi avec lui pour dire que normalement, une équipe qualifiée en Coupe du Monde a tous les droits, notamment dans son pays, de montrer sa sélection à son peuple. Ça, c'est normalement. C'est l'État qui finance une sélection. Elle doit être protégée par la FIFA. Logique, je pense que là, c'est la moindre des choses qui doit se passer. Voilà. Ça, c'est l'avis du cheikh. La FIFA doit protéger l'image des sélections pour leurs propres supporters. C'est-à-dire que l'avis d'une équipe, c'est aussi partagé avec ses supporters. C'est l'essence même de ce jeu. L'éthique du sport, déjà, là-bas. Même si le fric a pris vraiment le pouvoir au sein de la FIFA, je pense que c'est peut-être lui qui va... Imaginez un petit peu si on n'avait pas d'argent pour acheter ces matchs-là pour l'Algérie. Alhamdoulilah, on en a encore un peu. Hein? Non, moi je vous dis, imaginez, c'est-à-dire que le public algérien ne peut pas voir son équipe en Coupe du Monde. Il sera obligé d'acheter un démo de C'est pour ça que moi je vais à l'extrême. Moi j'ai une solution, il faudra regarder ZRTV après les matchs et puis on a les résumés. Mais voilà, on va y arriver tout à l'heure, justement, au programme de ZRTV sur la Coupe du Monde. Vous verrez peut-être pas les matchs, mais vous verrez des images que vous ne verrez nulle part ailleurs. Il est là ce soir, c'est le dernier, last but not least, c'est comme ça qu'on dit en anglais, Cheikh Saadane, le plus capé, celui qui a emmené la sélection le plus loin à 3 reprises. C'est ce que m'a dit et ce que va nous dire Hawari Bessoul dans ce portrait qu'il a fait de vous. Rabih Saadane est certainement l'un des plus grands entraîneurs africains en compagnie de l'Égyptien Hassan Shahata et Mahmoud Al-Gawhari. Et le seul du continent à posséder un diplôme universitaire de l'Institut des sciences et de la technologie sportive, l'ISTS d'Alger. Sa présence à la tête des Verts n'est pas un fruit du hasard. Après des débuts au Mouloudia de Batna à l'âge de 16 ans, aux côtés du monument Messoud Hamma Melaksou, et une 3e place au concours national du jeune footballeur en 1963, il porte les couleurs du Mouloudia de Constantine, puis de la GSL Bière. Tantôt défenseur, tantôt milieu de terrain, il endosse le maillot national avant d'effectuer une riche carrière d'entraîneur. Il qualifie le 11 algérien junior au mondial de Tokyo en 1979, puis les seniors à celles de 1982 et 1986. Après une vadrouille dans des clubs UP du Maroc, de la Tunisie et la sélection nationale du Yémen, il est de retour au pays pour préparer les éliminatoires de la phase finale du mondial sud-africain
et la CAN 2010 avec les Verts. Rabah Saadane prend les commandes de la sélection en octobre 2007, un pari fou. Il construit une équipe et instaure un nouvel état d'esprit de groupe, avec des joueurs issus essentiellement de l'immigration, tels que Karim Ziani, Antar Yahya et Majid Bouguerra. Le Cheikh réussit là où les autres ont échoué. Il qualifie l'Algérie pour la 3e fois de son histoire à la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. 24 ans après leur aîné, les Assad, Madjer et Belnomi, la génération des Ziani a arraché son ticket pour le mondial lors d'un match d'appui mémorable au Soudan un certain 18 novembre 2009. Les Fennecs de l'époque ont fait pleurer les sextuples champions d'Afrique des Nations, les pharaons du stratège Abou Trika. Et même l'emblématique entraîneur égyptien Hassan Shahata a cédé devant le fin tacticien algérien. 3 mois plus tard, après l'euphorie et la liesse qu'a vécu le peuple algérien grâce au 11 de Saadane, les éléphants ivoiriens conduits par Didier Drogba ont subi les foudres des Fennecs lors des quarts de finale de la CAN 2010 en Angola. Les Verts ont éliminé la Côte d'Ivoire, grand favori de cette édition, sur le score de 3-2. La déroute en demi-finale face aux Égyptiens 4-0 reste le seul regret de cette CAN. La bande de Hassan Shahata a eu sa revanche certes, mais dans des conditions peu orthodoxes, obscures et à mettre aux oubliettes. Peut-être que Saadane et l'arbitre Koufi Koudjia nous éclaireront un jour sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là à Cabinda. Juin 2010, Saadane accompagne la sélection à la Coupe du Monde et crée la sensation face à l'Angleterre du sorcier Capello, des Gérard Lampard, Rounier et compagnie. Les Algériens arrachent le match nul face à l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde 2010. Les Verts sont éliminés dès le premier tour, alors que des pseudo-connaisseurs du football et une certaine presse aux ordres voulaient peut-être gagner la Coupe du Monde. Elle crie à la catastrophe lors de ce mondial. Rabah Saadane veut partir, mais résiste et prépare les prochains matchs éliminatoires de la CAN 2012. Le 3 septembre 2010, l'équipe nationale est tenue en échec devant la Tanzanie à Blida. Pour son premier match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2012, Rabah Saadane est hué et sifflé par une frange des supporters. C'était peut-être le match de trop pour le Cheikh. La 101e rencontre sur le banc des Verts, le visage fatigué, Rabah Saadane jette l'éponge et préfère se consacrer à sa famille. On peut dire que les vieux démons ont repris du service, mais 9 mois plus tard, les Verts sont humiliés face au Maroc à Marrakech. Les Lions de l'Atlas ont mangé tout cru les Fennecs, 4-0. Un véritable séisme dans la Maison Verte et un cauchemar pour les supporters algériens. Les Verts n'iront pas au Gabon et à la Guinée équatoriale, pays hôte de la 28e Coupe d'Afrique des Nations. En bon connaisseur, le Cheikh ne se prononce pas et laisse passer l'orage marocain. Comme quoi, dans le football, il existe une justice divine. Depuis, l'homme aux 3 Coupes du Monde et 3 phases de la Coupe d'Afrique des Nations est consultant sportif dans une chaîne de télévision privée. Après une riche carrière, le Cheikh Saadane continue de suivre les Verts et certainement le prochain mondial 2014 au Brésil. Le pompier des Verts, ou Lucky Saadane comme le surnomment ses sympathisants, ou encore le héros d'Omdurman, a donné au football algérien et écrit ses plus belles pages de son histoire. Souvent victime de coups tordus et d'ingratitude, Cheikh Saadane, à travers son parcours exemplaire et avec sa raison d'être, a su comment vaincre la cruauté de ses détracteurs. Et comme dit le proverbe, ce sont les épreuves qui nous forcent à évoluer et nous surpasser. Il n'y a pas de chemin intéressant sans grande difficulté. Un commentaire, cher, sur ce parcours tracé par Rouhani Boussouf. Magnifique, magnifique. Sincèrement, je vous remercie de... C'est votre parcours, on l'a que retracé. Et en plus, c'est avec beaucoup de succès et beaucoup de peau de banane. Oui, oui, énormément. Ça toujours. D'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne savent pas, en 86, j'avais décidé de ne plus revenir en équipe nationale. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, ils ont attaqué chez moi. J'étais au Mexique et ils sont partis à la maison pour... Et heureusement qu'il y avait mon beau-frère avec le chien loup qui a repoussé les gens qui ont failli brûler ma maison. Et moi, je me suis dit que c'est terminé, je ne reviendrai plus en équipe nationale. Et 2007, on est revenu. Moi, j'ai du mal à vous regarder. Vous avez les larmes aux yeux, j'ai du mal à vous regarder. Il y a une l'étape cruciale, justement, l'étape cruciale pour moi, c'est 2004. Parce que le renouveau a commencé en 2004. En tout cas, vous avez donné beaucoup à la sélection et elle vous l'a rendu aussi beaucoup. Elle fait partie de votre vie. Non, elle fait partie.
Et c'est pour ça que je vous ai dit une chose, même l'ingratitude qui a été durant toute ma carrière, elle était tout le temps constante, notamment surtout dans les mauvais moments. Parce que dans les bons moments, on les oublie et ça y est, vous passez. Sauf ça me fait vraiment plaisir que les gens, surtout le parcours qu'on a fait à travers toute ma carrière, parce que je n'ai fait que du foot et je ne peux pas faire autre chose. Et là, donc il y a beaucoup d'ingratitude et heureusement qu'on oublie que le bon Dieu nous a donné mémoire, on oublie et on revient encore au boulot parce qu'il y a la passion toujours de football. Et ça vous fait vivre. En tout cas, nous, on n'est pas ingrats et s'il y avait un classement des personnalités les plus préférées des Algériens, vous êtes encore en tête de liste. Beaucoup de politiciens, en tout cas, seraient jaloux de votre position. On arrive à la fin de cet épisode avec vous, cher Saadane, et cette escale ici à Alger, parce que Dzeyer va s'envoler à Rio. On va aller suivre justement cette Coupe du Monde. On va être dans les coulisses des Verts. On va avoir plusieurs équipes partout, Belo Horizonte, Curitiba, rappelez-moi l'autre Porto Alegre, une très belle ville qu'on vous fera voir, qu'on vous fera visiter avec nos reporters itinérants, Hawari Bessol, Amin Barouel notamment. Il y aura Karim Bouhlel qui vient d'être papa pour la première fois depuis quelques jours, qui sera lui à l'intérieur du camp de base de la sélection. On vous fera vivre des choses magnifiques. On vivra une belle aventure brésilienne avec vous. On la partagera durant ce mois du mondial, ce mois historique. Et vous l'avez dit, s'il y avait une génération 2010, on espère que celle de 2014 saura écrire son propre destin. Merci, messieurs. Merci également, et je ne l'oublierai pas, parce qu'ils sont restés très tard avec nous ce soir. Et ils vont s'applaudir. Ils vont s'applaudir parce qu'ils sont magnifiques, de gentillesse et de douceur. Derrière moi, c'est les enfants de l'Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des trisomiques qui, vous le voyez avec les couleurs, sont les premiers supporters de la sélection. Merci de votre fidélité pour toute cette saison que vous avez vécue avec nous. Elle n'est pas terminée. Le foot, c'est sur Dzeyer Rio, c'est sur Dzeyer TV. Merci de votre fidélité. Bonsoir.